Jade Partouche, venez nous rejoindre si vous le voulez bien, parce que grâce à vous qui avez la mémoire de tout ça, puis qui avez travaillé ce matin pour cela, il faut que vous nous rappeliez quand même ce qui s'est passé en 2014, parce que l'affaire était pas simple déjà il y a 10 ans, maintenant c'est absolument indébroussaillable. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2014 ? Oui, effectivement, il y a comme un goût de déjà vu, parce que déjà à l'époque se posait cette question, faut-il ou non inviter Vladimir Poutine ? Je vous rappelle qu'on est en juin 2014, donc 3 mois après l'annexion de la Crimée. Et malgré les désirs évidents de conquête de Vladimir Poutine, du côté du président français de l'époque, François Hollande, eh bien l'heure est à l'apaisement. Écoutez-le. Il peut y avoir des suspensions de rendez-vous, notamment pour ce qui concernait la réunion entre l'Union européenne et la Russie. Mais pour ces commémorations, nous devons tout faire pour que ce soit l'esprit de paix qui l'emporte. Alors on est en mars 2014 à ce moment-là, mais à l'époque c'est la carte de l'espoir qui est jouée et qui l'emporte, puisque la question est très vite répondue. Vladimir Poutine sera invité. Voici comment François Hollande le justifiait. On peut avoir des différends avec Vladimir Poutine, mais moi je n'oublie pas et je n'oublierai jamais que le peuple russe a donné des millions de vies lors de la Seconde Guerre mondiale. Manuel Valls, qui est à l'époque donc Premier ministre invité du 20h de Claire Chazal, assume vouloir recevoir Vladimir Poutine pour, je cite, entretenir le dialogue. Écoutez-le. Et quelle autre solution que le dialogue avec les Russes? Quelle autre solution que la désescalade? La Russie, je le disais, est un grand peuple qui a contribué à la victoire contre le nazisme. Et c'est le représentant de ce grand peuple qui sera présent aux cérémonies du débarquement. En ami ou en partenaire? En partenaire et en souvenir de cette histoire. Alors une invitation que ne manque pas de saluer à l'époque Angela Merkel. La nouvelle que le président Poutine participe à la rencontre en Normandie me réjouit. C'est ce qu'elle disait à l'époque à la télévision allemande. L'objet de cette invitation, aligner le jour J 20 chefs d'État unis et obtenir surtout de Vladimir Poutine une désescalade et la reconnaissance du nouveau président ukrainien tout fraîchement élu en mai 2014, Petro Poroshenko. Pour les États-Unis à l'époque, la désescalade dépend de la reconnaissance par la Russie du président ukrainien en tant que dirigeant légitime de l'Ukraine et de l'arrêt du soutien aux séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Pari gagné puisque Vladimir Poutine décide à ce moment-là de reporter le référendum dans les régions séparatistes pro-russes et annonce le retrait des troupes russes de la frontière. Alors, est-ce qu'il faut-il voir une véritable volonté d'apaisement ou au contraire juste un simple gain de temps du côté du Kremlin? Toujours est-il que ce fameux 6 juin 2014, alors même si le plan de table n'a pas dû être évident à faire, eh bien le jeu d'entremetteurs mené à la fois par François Hollande et par Angela Merkel s'avère gagnant. Poutine et Poroshenko se rencontrent. Écoutez. Rassembler 19 chefs d'État et de gouvernement autour de la France, le président ukrainien qui était là, le président Poutine, le président Obama. Donc c'était une occasion avec Mme Merkel de provoquer un entretien, ce qui s'est fait. Un entretien d'1 quart d'heure donc et une poignée de main échangée. L'espoir de voir s'amorcer une solution pour l'Ukraine pointe le bout de son nez. Regardez ce que déclarait l'ancien ministre des Affaires étrangères. La situation est très critique, mais il existe encore une chance que nous parvenions, par des moyens diplomatiques, à éviter une nouvelle escalade de violence. Donc, un discours bien évidemment tout plein d'optimisme quand on sait que 10 ans plus tard, le pire scénario s'est produit avec l'invasion de l'Ukraine et un président russe plus menaçant que jamais. Et 8 morts et plusieurs dizaines de blessés dans un bombardement russe tôt ce matin sur l'est de l'Ukraine, d'ailleurs pour prouver que vous avez tout à fait raison. En l'occurrence, Jade Partouche, et 10 ans après, donc c'est la guerre qui est au programme. Philippe Gély, j'imagine que ça va faire de merveilleuses pages de débat dans les pages du Figaro entre ceux qui disent mais enfin c'est du délire, il faut absolument que les Russes soient là, et ceux qui disent que peut-être non, ils n'ont absolument pas leur place. Alors je ne dis pas qu'il y a une ligne établie au Figaro pour dire ils ont raison ou ils ont tort, mais comment percevez-vous les choses, vous, en tout cas? La question qu'il faut se poser, compte tenu de tout ce qui a été dit avant, c'est pourquoi la diplomatie française aujourd'hui, compte tenu du mandat d'arrêt, de la CPI contre Poutine, etc., prend cette posture, qui est de dire on va inviter la Russie, on ne va pas inviter Poutine. Alors déjà, qui va-t-on inviter? À minima, c'est l'ambassadeur de Russie en France qui peut y aller, qui peut représenter. Oui, mais si c'est ça... Ou Lavrov. Moi, je vois deux niveaux de réponse. Le premier, c'est une posture de principe qui consiste à dire, d'ailleurs, comme l'a fait la mission Libération hier, nous, on ne fait pas de révisionnisme historique. Donc, il se passe des choses aujourd'hui, mais ça n'efface pas l'histoire et la contribution qu'on a évoquée de la mort de 27 millions de Russes soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y avait une certaine tradition, effectivement.
on invite le 6 juin les participants au débarquement, et puis on a ouvert régulièrement l'invitation à d'autres qui n'étaient pas sur les côtes de Normandie. Le deuxième niveau, évidemment, c'est quel est l'espoir d'arriver à faire un peu de diplomatie, comme ce fut le cas en 2014. Zéro. Qu'on peut encore avoir, vous le dites, mais c'est pas sûr. Ah bon? Non mais si pourquoi pas, on peut espérer. Mais si bon. un responsable du niveau de Sergueï Lavrov, par exemple, le ministre des Affaires étrangères, est invité. Évidemment, si c'est simplement l'ambassadeur de Russie à Paris, je doute même qu'il accepte l'invitation. Et je doute que la Russie accepte l'invitation, sauf si elle a quelque chose à y gagner. Et d'ici au mois de juin, on sera peut-être dans une configuration où la Russie nous fera savoir qu'elle est prête à discuter de ceci ou de cela. Et que, du coup, la donne change sur le plan diplomatique. Et il y a clairement, de toute façon, c'est tout le temps comme ça, il y a le désir de la diplomatie française et des dirigeants français d'être sur la photo, de provoquer quelque chose d'inédit, d'essayer de renouer le dialogue. Et on voit bien que sur le front, ça se passe mal et que des voix commencent à dire peut-être qu'il faudrait discuter, renouer un certain dialogue entre les Ukrainiens et les Russes. Et on n'a pas encore la réponse à la question de savoir si les Ukrainiens, eux aussi, seront invités. Évidemment, s'ils sont invités, ça serait au niveau du président Zelensky. Qui la Russie accepterait-elle de mettre en face de Zelensky? Pour moi, c'est une question encore ouverte. D'autant qu'on sera au seuil d'une séquence très importante, puisque le 12 et 13 juin, vous avez le sommet du G7 dans les Pouilles, en Italie. Le 15 et 16, vous avez cette conférence de paix que la Suisse propose d'organiser, à laquelle la Russie a dit pour l'instant qu'elle ne viendrait pas, mais ce sera quand même dans la foulée. Et un mois plus tard, le 12 et 13 juillet, vous avez le sommet de l'OTAN du 75e anniversaire de l'organisation de l'Alliance Atlantique. Donc, on est, c'est vrai, au seuil d'une séquence qui va être diplomatiquement extrêmement intéressante si d'ici là, le front n'a pas bougé, parce que l'autre cas de figure, c'est celui où le front bougerait énormément d'ici là, on en a souvent parlé ici, et dans ce cas, bien évidemment, la situation ne serait pas du tout la même. Et en plus, hasard du calendrier extraordinaire, le 6 juin, c'est le début des opérations de vote pour le Parlement européen. Absolument, parce que, du 6 au 9 juin. Tout le monde ne vote pas le 9 juin comme les Français, il y en a qui commencent 3 jours auparavant. Annie Daubenton, c'est une vue de l'esprit, là, ce qu'il dit, Philippe Gély, c'est une espèce... il a fumé un truc ou quoi? Parce que moi je vois pas du tout... je n'imagine pas un instant qu'il puisse y avoir ne serait-ce qu'un croisement de regards entre potentiellement M. Lavrov, s'il venait, sait-on jamais, et un vague représentant de quelque chose d'autre. Je n'ai pas dit que c'était le plus probable. Non, je dis bien. Le plus probable, c'est que la Russie refuse l'invitation. Probablement. On ne sait pas quand même. Il faut rappeler, puisque vous avez fait un certain nombre de rappels historiques, que cette rencontre de 2014, ça a été quand même les premiers pas des accords de Minsk, qui ont été, honnêtement, très, je dirais pas une catastrophe, mais très décevants. Mais ça a été quand même avec le recul de l'histoire, mais c'était quand même un joli pas. Le début d'un processus de quelque chose. L'autre point qui est important peut-être, c'est de dire que cette manière de faire est une manière de souligner ce qu'Emmanuel Macron essaie d'instituer finalement dans ses relations avec le Kremlin, disons. C'est-à-dire, Poutine est coupable, là-dessus on ne reviendra pas, oui. Mais le peuple russe mérite tout notre respect. Donc cette dissociation, la société et les dirigeants. Donc maintenant, vous savez, il y a autre chose qui peut être... C'est vrai que vous avez raison de dire que d'ici le mois de juin, beaucoup de choses peuvent se passer. Malheureusement, on les voit pour l'instant plutôt négativement. Mais pour les Ukrainiens. Jamais. Pour les Ukrainiens. Pour les Ukrainiens, bien sûr. Mais il y a un entretien dans The Economist, là, ces jours derniers, avec le responsable du Conseil de sécurité ukrainien, oui. Qui souligne deux choses, qui est un entretien très négatif, qui souligne à quel point le front est dans un état de déséquilibre, disons, dangereux. Mais d'un autre côté, il souligne, et il a
très étroite relation avec, tout au moins, d'observation avec les hauts responsables russes. Il souligne qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui entourent Vladimir Poutine qui n'ont pas complètement perdu la raison et qui pourraient, à un moment donné, se dissocier du chef si jamais ils voyaient que leur intérêt était en balance. Donc on est aussi dans ce moment-là. Bien sûr qu'on n'a pas de raison d'être follement optimiste, mais en même temps, c'est vrai que que cette rencontre entre Poroshenko et Poutine, donc ce premier président après les événements de Maïdan, avait été quand même déterminant symboliquement aussi. Et Zelensky a rencontré Poutine également au moment de négociation des accords de Minsk. Ça s'était passé, on ne peut pas dire ni bien ni mal, mais quand même, et il y avait eu un contact. Donc là, on peut dire que... moi, j'ai le sentiment que tout contact peut quand même être porteur de quelque chose d'embryonnaire pour l'avenir.